Vous avez osé dire que l'Afrique n'a rien contribué à la civilisation humaine. Devant tout le monde, la voix d'Ibrahim Traoré résonna avec fermeté, traversant les colonnes ancestrales du théâtre sheldonien, telle une lame tranchant le silence dense et pesant. La vidéo de cet instant ne se contenta pas de devenir virale en quelques minutes. Elle devint l'un des plus grands symboles d'un tournant historique dans l'enseignement des humanités. Le jour où un président africain, seul, démantela des siècles de préjugés enracinés dans l'académie occidentale. Par cet après-midi froid de mars, plus de 500 universitaires et étudiants s'étaient réunis à l'université d'Oxford pour la conférence tant attendue sur les fondements de la civilisation moderne. L'atmosphère, imprégnée du parfum subtil des bois anciens et du poids invisible de la tradition, formait un cadre parfait pour ce qui semblait n'être qu'une énième conférence solennelle. Pourtant, personne n'aurait pu prévoir que de là surgirait un affrontement qui resterait gravé dans l'histoire de l'humanité. Le professeur Edmund Harrington, titulaire de la chaire d'histoire européenne, honoré et respecté pour son œuvre prolifique sur la suprématie culturelle de l'Occident, s'avança vers le pupitre avec l'autorité de celui qui est habitué à être écouté sans jamais être contredit. Son discours, empreint d'érudition, se déroula comme prévu jusqu'à ce que, dans un geste dramatique et assuré, il lança la phrase qui fit trembler le monde. L'Afrique n'a pas été un acteur de contribution à la civilisation humaine. Elle a été, et sera toujours, un récepteur passif de la culture des autres. À cet instant, comme si le temps s'était figé, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se leva lentement de son siège au premier rang. Vêtu d'un simple costume bleu foncé, sans la moindre ostentation, son regard était serein mais implacable. Tous les présents retinrent leur souffle, car ils savaient que cet homme, symbole d'une Afrique en pleine ascension, ne laisserait pas cette provocation passer inaperçue. « Professeur Harrington », commença Traoré sans avoir besoin de micro, sa voix emplissant chaque recoin de la coupole baroque avec une autorité qu'aucun titre académique ne pouvait surpasser. Vous venez de répéter l'une des plus grandes falsifications qui ont soutenu des siècles de domination et d'effacement culturel. Le professeur, d'abord surpris, esquissa bientôt un sourire dédaigneux, ajustant ses lunettes à monture fine et croisant les mains sur le pupitre, comme s'il s'apprêtait à assister à une défense passionnée mais fragile. Le public, partagé entre curiosité et tension, resta immobile tandis que plusieurs téléphones portables commençaient discrètement à enregistrer ce qui allait devenir la chute publique la plus retentissante de l'histoire académique récente. « Allons au fait, professeur », poursuivit Traoré, ouvrant une chemise en cuir vieilli qu'il portait avec lui. « Connaissez-vous par hasard l'os de l'Ebombo, trouvé dans l'actuel Eswatini, daté de plus de 44 000 ans, portant des marques de calcul lunaire, témoignant du plus ancien système mathématique jamais enregistré. Les mathématiques sont nées en Afrique, professeur. Pas dans les écoles pythagoriciennes, pas à Alexandrie sous domination grecque, mais ici, parmi les peuples que votre Excellence persiste à qualifier de récepteurs passifs. » Harrington esquissa un rire étouffé, se penchant légèrement en avant. « Des marques rudimentaires, des comptages tribaux, rien de comparable à la rigueur de la pensée grecque, je présume, rétorqua-t-il avec une ironie froide. Traoré resta imperturbable. Au contraire, il brandit un autre document, imprimé sur du papier épais. Et qu'en est-il de l'os d'Ishango, découvert en République démocratique du Congo? Il date d'au moins 20 000 ans. On y trouve des preuves claires de multiplication et de division, une utilisation consciente des nombres premiers. Avant qu'aucun Grec ne songe au mot arithmétique, les Africains effectuaient déjà des calculs complexes. La tension dans le théâtre croissait à chaque phrase. Plusieurs professeurs, jusque-là condescendants, échangeaient désormais des regards gênés. Le recteur lui-même, assis discrètement à droite de la scène, porta la main à son menton, comme s'il méditait sur l'ampleur de ce qui se déroulait. Traoré, sentant l'impact de ses paroles, enchaîna « Vous avez cité la philosophie allemande comme pilier de la pensée moderne. Et vous ignorez Zera Yacob, philosophe éthiopien du XVIIe siècle, qui a écrit des traités sur la raison, l'éthique et les droits humains. Des textes qui précèdent de plusieurs décennies les idées des Lumières que l'Occident glorifie tant. Pourquoi ne le mentionne-t-on pas dans les manuels philosophiques européens, professeur ?» Harrington ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Ses yeux, autrefois défiants, cherchaient désormais refuge dans les notes désordonnées posées sur le pupitre. « Votre Excellence exalte le droit romain, mais ignore, ou préfère ignorer,
la constitution de la Confédération Ashanti, dans l'actuel Ghana, avec un système d'équilibre des pouvoirs qui inspirerait n'importe quel spécialiste de la gouvernance, des siècles avant les révolutions bourgeoises européennes. Le murmure dans l'auditoire s'amplifiait. De nombreux étudiants africains qui jusqu'alors s'étaient recroquevillés, intimidés par la figure imposante de Harrington, se redressaient désormais sur leur siège, notant avec soin chacune des références citées par Traoré avec une précision chirurgicale. Traoré, gardant son calme, avança de quelques pas vers le centre de la scène, près du professeur. « Et si nous parlions de médecine, professeur? Pendant qu'en Europe on pratiquait des saignées et des superstitions médicales, des chirurgiens au Mali réalisèrent des opérations de la cataracte dès le XIVe siècle, avec un taux de succès consigné dans des manuscrits préservés jusqu'à aujourd'hui à Tombouctou, une ville qui, au XIIe siècle, abritait l'université de Sankoré, avec plus de 25 000 étudiants et des centaines de milliers de manuscrits, alors qu'Oxford n'était qu'un ensemble disparate de monastères. Un murmure de surprise et d'admiration parcourut l'auditoire. Le nom de Sankoré résonnait comme une révélation pour beaucoup, fruit d'un silence systématique. N'est-il pas curieux, poursuivit Traoré, que tant de personnes soient surprises d'apprendre que l'Afrique possède un héritage académique millénaire, systématiquement occulté par des récits eurocentriques? Harrington, désormais visiblement déconcerté, frottait la paume de sa main droite sur son front, comme pour chasser la sueur froide qui perlait malgré la température clémente du théâtre. Traoré tourna alors son regard vers l'auditoire, scrutant les visages stupéfaits des étudiants, des professeurs et des administrateurs. Lorsqu'on perpétue le mensonge selon lequel l'Afrique n'a pas contribué à la civilisation humaine, on ne commet pas seulement une injustice historique, on alimente un cycle d'ignorance, de racisme et de soumission culturelle. Il se tourna ensuite directement vers Harrington. Vous, avec vos 3 chaires honorifiques et vos 12 livres publiés, devriez être le gardien de la vérité historique. Et pourtant, vous préférez être complice d'une fiction commode. Le silence qui s'installa dans le théâtre après ces mots fut si dense qu'il semblait impossible à briser, jusqu'à ce qu'un applaudissement isolé, venu du fond de la salle, éclate comme un déclic de libération, suivi d'autres, jusqu'à ce que le Sheldonian tout entier explose dans une ovation debout. Traoré, avec un léger signe de la main, rassembla calmement ses documents, referma sa chemise en cuir et fit mine de se retirer. Mais avant, il s'adressa une dernière fois à Harrington. « Professeur, je laisserai à la disposition de votre département des copies des manuscrits et des sources primaires que j'ai mentionnées. J'espère sincèrement que vous les lirez, non pas pour me prouver que j'ai tort, mais pour vous libérer. » Le professeur Harrington resta immobile, les yeux fixés sur un point indéfini du sol en marbre. Pour la première fois de sa carrière, l'éloquence qu'il avait si souvent consacrée dans les conférences internationales lui fit totalement défaut. La parole appartenait désormais à un autre homme, à une autre voix, et au poids d'une vérité longtemps enfouie sous les décombres d'une historiographie sélective. Alors que l'auditoire continuait d'applaudir, plusieurs universitaires se levèrent, non seulement pour ovationner Ibrahim Traoré, mais aussi comme un geste symbolique de rupture avec le paradigme exclusif qui dominait jusqu'alors les institutions académiques occidentales. Parmi eux, la professeure Mary Whitfield, directrice du département d'études africaines, se démarqua. S'approchant de la scène, elle prit le micro d'une voix tremblante d'émotion. « Monsieur le président Traoré », prononça-t-elle lentement, reconnaissant pour la première fois, devant cet auditoire, la véritable autorité présente. « Au nom de cette université, je vous présente mes excuses, mais... » Le théâtre, saisi de stupéfaction, resta dans un silence absolu tandis que Whitfield poursuivait. « Vos paroles ont non seulement révélé l'ignorance d'un professeur, mais aussi l'échec systémique d'une institution qui, pendant des siècles, a négligé les contributions intellectuelles, scientifiques et philosophiques du continent africain. Je m'engage, devant tous, à réviser le programme d'histoire de cette université. » Le discours de la professeure accentua encore davantage le contraste avec la silhouette recroquevillée de Harrington, qui, sans force pour argumenter, se contenta de ramasser ses notes, désormais aussi vides de substance que les mots qu'il avait prononcés avec tant d'arrogance quelques instants plus tôt. Traoré, quant à lui, resta calme, avec la même dignité sereine qui avait caractérisé tout son discours. Il refusa tout geste de triomphe ou d'humiliation. Il s'approcha de Whitfield, lui serra la main et, se tournant à nouveau vers l'auditoire, reprit la parole, non plus pour répliquer,
mais pour proposer. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui ne doit pas être vu comme la défaite d'un homme ou la victoire d'un autre. C'est avant tout une opportunité historique pour réécrire ensemble le récit de l'humanité. Le théâtre explosa alors dans une nouvelle salve d'applaudissements, plus longue, plus chaleureuse, plus consciente de ce que cette scène représentait, non seulement l'effondrement d'une icône de l'Académie eurocentrique, mais l'éveil d'une nouvelle ère, d'une nouvelle posture intellectuelle, plus honnête, plus inclusive, plus fidèle à la vérité des faits. Le lendemain matin, les images de l'affrontement intellectuel entre Ibrahim Traoré et le professeur Harrington avaient déjà envahi les réseaux sociaux et les médias du monde entier. Des titres tels que « Un président africain démantèle des siècles de préjugés à Oxford » et « La chute de l'eurocentrisme », le discours qui a marqué l'histoire, s'affichait en une des principaux journaux internationaux. La vidéo partagée par des millions de personnes ne se contenta pas de raviver les débats sur le rôle des universités dans la perpétuation de récits exclusifs. Elle provoqua également une réaction en chaîne dans diverses institutions académiques. Les chaires et départements dédiés aux études africaines virent leurs inscriptions croître de manière exponentielle. Des chercheurs, autrefois marginalisés, devinrent des voix centrales dans la révision et l'élargissement des programmes d'histoire et de philosophie. Des manuscrits africains, jusque-là ignorés et laissés à la poussière dans des bibliothèques peu consultées, devinrent l'objet de congrès, de symposiums et de recherches interdisciplinaires. Mais le plus emblématique fut peut-être l'annonce, faite par l'université d'Oxford elle-même, quelques jours après l'épisode, la création d'une nouvelle série annuelle de conférences, intitulée « Les contributions africaines à la civilisation mondiale », visant à revisiter et restaurer l'héritage intellectuel, scientifique et philosophique du continent africain, si longtemps passé sous silence. Le premier invité, évidemment Ibrahim Traoré qui, initialement réticent, accepta l'invitation à une seule condition, qu'un hommage public soit rendu à Ahmed Baba al-Timbukti, le grand érudit africain du XVIe siècle, dont les œuvres continuent encore aujourd'hui d'éclairer la pensée humaine. Et ainsi fut fait. 1 an après cet affrontement mémorable, l'université d'Oxford inaugura une statue d'Ahmed Baba dans sa cour centrale. La cérémonie réunit des dirigeants politiques, des intellectuels et des milliers d'étudiants. L'inscription gravée au pied de la statue disait « Le savoir n'a pas de couleur, la sagesse ignore les frontières, la vérité appartient à toute l'humanité ». L'impact de l'épisode résonna bien au-delà des murs de l'académie. Dans les écoles secondaires de Lagos, Nairobi, Dakar et même à Paris, Londres et New York, les enseignants commencèrent leur cours d'histoire en affirmant avec conviction « La civilisation humaine a commencé en Afrique ». Pourtant, Ibrahim Traoré, interrogé quelques mois plus tard, révéla une vision encore plus profonde de l'événement. « Je ne suis pas allé à Oxford avec l'intention de prononcer un discours. J'y étais pour participer à un symposium, comme n'importe quel chef d'État invité. Mais lorsque j'ai entendu les mots du professeur Harrington, j'ai immédiatement pensé aux enfants africains qui, chaque jour, sont poussés à douter d'eux-mêmes. J'ai pensé aux jeunes qui grandissent en croyant que leur histoire commence et se termine avec l'esclavage, la colonisation, l'exploitation. » Il marqua une courte pause, regardant la caméra avec la même sérénité qui avait marqué son discours historique. Je ne pouvais pas rester silencieux, pas pour moi, pas par orgueil personnel, mais pour eux, pour tous ceux qui, pendant des siècles, ont été réduits au silence. L'intervieweur lui demanda alors s'il ne pensait pas que son intervention avait été, d'une certaine manière, trop dure envers un professeur déjà âgé, proche de la retraite. Traoré secoua lentement la tête. La dureté ne réside pas dans ma réponse. La dureté réside dans le fait que, pendant 47 ans, Harrington a perpétué un mensonge. Ce n'est pas une erreur involontaire. C'est un choix délibéré de rester dans l'ignorance, de protéger des privilèges, de refuser de reconnaître la valeur d'une partie essentielle de l'humanité. Avec un regard ferme, il conclut « La véritable violence n'est pas dans l'affrontement avec la vérité. La véritable violence est dans l'effacement. C'est le vol systématique de la dignité culturelle de peuples entiers. » L'épisode devint connu sous le nom de « Moment Traoré ». Dans les conférences académiques, il devint une référence incontournable dans les discussions sur la décolonisation du savoir et les épistémologies du Sud. Le terme prit une vie propre, symbolisant toute rupture courageuse avec les structures de pouvoir qui persistent à maintenir des récits exclusifs. De nombreuses universités,
inspirés par cet événement, commencèrent à réviser leur bibliographie, intégrant les œuvres de penseurs africains, d'historiens noirs et d'intellectuels, jusque-là relégués à des notes de bas de page. Les étudiants afrodescendants, dans diverses parties du monde, rapportèrent ressentir pour la première fois une véritable représentation dans les contenus qu'ils étudiaient. Et le professeur Harrington? Dans une lettre publiée peu avant sa retraite anticipée, il écrivit « Tout au long de ma carrière, j'ai fait aveuglément confiance à l'historiographie traditionnelle, sans jamais questionner les voix qui avaient été réduites au silence. Le discours d'Ibrahim Traoré n'a pas été seulement une critique de ma personne, mais un appel incontestable à l'honnêteté intellectuelle. Je quitte cette université non pas comme un homme vaincu, mais comme quelqu'un qui, bien que tardivement, a appris l'importance de l'humilité face à la complexité de l'histoire humaine. » Dans les rues de Ouagadougou, des jeunes brandissaient des pancartes à l'effigie de Traoré avec l'inscription « Notre histoire, notre dignité ». À Lagos, une marche étudiante fut organisée en soutien au mouvement mondial de valorisation de l'héritage africain, tandis qu'en Afrique du Sud, de nouvelles chaires universitaires dédiées à la recherche sur les contributions africaines, à la science, à la philosophie et aux arts voyèrent le jour. Il ne s'agissait plus seulement d'un discours ou d'un professeur discrédité. Il s'agissait d'une véritable renaissance intellectuelle qui ravivait au cœur de l'humanité la compréhension qu'aucune civilisation ne se construit seule, que toutes les cultures sont des pièces indispensables dans la grande mosaïque du progrès humain. Et pour Ibrahim Traoré, cet épisode ne fut pas une fin, mais un point de départ. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il souhaitait accomplir après un tel exploit, il répondit avec un sourire discret « Continuez à parler, continuez à enseigner. Car le silence est complice, et nous avons déjà trop gardé le silence. Le théâtre sheldonian, lieu de l'affrontement, demeure là, imposant et silencieux, témoin de pierre du jour où la vérité, enfin, trouva sa voie. Aujourd'hui, des années après cet instant, les écoles, universités et centres de recherche du monde entier reconnaissent que l'histoire de la civilisation humaine n'est pas la propriété exclusive d'un continent ou d'un peuple, mais la somme de toutes les cultures, héritages et réalisations. Le nom d'Ibrahim Traoré est devenu synonyme de courage intellectuel et de justice historique. Le silence qui plana sur Oxford cet après-midi-là ne marqua pas seulement la fin d'une ère d'exclusion, mais le début d'une nouvelle ère, où la vérité, aussi inconfortable soit-elle, trouvera toujours quelqu'un pour la défendre avec dignité et conviction.